à 2 pas de cette petite gare de Mandchourie, tout au nord de la Chine. Oui, c'est exactement là que de 1938 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs milliers de prisonniers de l'occupant japonais ont servi de cobayes aux médecins d'un centre secret. Aucun cobaye, homme, femme ou enfant, n'est jamais sorti vivant des laboratoires de l'unité japonaise numéro 731. Ils sont tous morts d'injections de peste, de choléra, de typhus, de typhoïde, sinon sous le scalpel en salle de vivisection, ou encore en chambre froide ou chambre à gaz. Après-guerre, lors des procès à Tokyo des criminels de guerre japonais, aucun dirigeant de l'unité 731 n'a été condamné, ni même inquiété. Ils ont même été protégés. Au soir de leur vie, d'anciens employés de l'unité 731, tous japonais, ont décidé de rompre le silence avec des dessins, des reconstitutions en terre cuite ou leurs paroles. Ils sont parmi les derniers témoins d'une des pages les plus sombres et méconnues de l'histoire récente du Japon. Tout commence en 1931, quand des troupes japonaises envahissent la Mandchourie. Un vent dévastateur commence à souffler sur l'Asie de l'Est. Il ne s'arrêtera qu'en 1945. La Mandchourie est immense et regorge de richesses. Bois, charbon, or, soja, maïs, bétail, main-d'œuvre. Pour mieux la dominer, la contrôler, la dépecer, il faut d'abord compléter le réseau ferroviaire commencé par les Russes au XIXe siècle. Les dirigeants ultranationalistes de l'armée du Kwantung font de la Mandchourie leur affaire. Ils décident de tout, planifient tout. Ils s'offrent même les services d'un empereur, déjà 2 fois déchu. C'est Puyi. Puyi devient empereur fantoche de 3 provinces de la Chine du Nord-Est, qu'il nomme Manchukuo. L'armée du Kwantung a le projet de faire venir 5 millions de colons au Manchukuo, surtout des jeunes. Recruté à Tokyo avec des lycéens studieux, mais pauvres comme lui, Yoshio Shinozuka embarque pour le Manchukuo au printemps 1939. Il a 16 ans et ne sait pas qu'il va servir de petite main à l'unité secrète 731. Avant que je ne parte, mes parents m'avaient dit que si je ne me plaisais pas là-bas, eh bien, comme je n'étais pas un soldat, je pourrais toujours démissionner et rentrer à la maison. Ils avaient même dit que si c'était trop compliqué pour moi de rentrer tout seul, ils viendraient me chercher. Après la traversée de la Manche qui sépare le Japon de la Corée, une récente colonie nippone, un train part de Busan, traverse la Corée et remonte vers Mukden, Changchun, Harbin. Le trajet est simple et sûr. Vu du Japon, le Manchukuo c'est un Eldorado, un pays de cocagne, un paradis facilement accessible. Après 4 jours et nuits de train, le voyageur qui va jusqu'à Harbin découvre une ville grouillante, cosmopolite, mais sous haute surveillance. Harbin est proche de l'URSS et le géant soviétique fait peur. C'est là que l'unité 731 a son bureau d'accueil. On est arrivé à Harbin le matin vers les 5h30. Il faisait extrêmement froid. J'avais mal aux oreilles et ma casquette était complètement gelée. C'était vers le 20 du mois de décembre. Et il faisait si froid que je ne sentais même plus mes pieds. En hiver, le thermomètre frôle aisément les moins 40 degrés. Recruté comme aide infirmier, Teiji Tomihara arrive à Harbin sans savoir non plus qu'il est affecté à l'unité 731. Harbin est une ville qui compte plus de 50 000 Russes blancs.
Certains sont là depuis la révolution bolchevique, d'autres depuis la construction du transmandchourien. Leur présence est une aubaine pour espionner les troupes soviétiques aux frontières. Obsédée par une menace soviétique, l'armée japonaise a été convaincue dès 1931 par le projet du médecin commandant Shiroishi de produire à Harbin des armes chimiques et biologiques. Shiroishi rêve de faire de la maladie, cet ennemi silencieux des armées, un allié silencieux. Il dispose de crédits considérables et recrute dans les meilleures universités de médecine du Japon. Fin des années 30, il déménage son unité dite de prévention des épidémies et de purification de l'eau dans un nouveau centre construit sur 6 km², clos de murs et de barbelés. Dans le grand bâtiment central se trouve une prison et des salles d'expérimentation. C'est là que 3 à 5 000 prisonniers chinois, russes, mandchous, coréens et peut-être même américains vont servir de cobayes avant d'être brûlés. La petite gare de Pingfang a connu une activité intense pendant les 2 ans de construction de la nouvelle unité 731. Les travaux intérieurs de la prison étaient exclusivement confiés à des entreprises japonaises. Certains des ouvriers en sont devenus les gardiens. Yoshio Shinozuka se souvient avec détail d'une certaine nuit de printemps. C'était en 1939. Vous voyez, on dormait dans cette partie du bâtiment numéro 1, et puis, au beau milieu de la nuit, il y a eu tout un mouvement de lumière, et j'ai aussi entendu beaucoup de bruits métalliques, des bruits de sabres portés dans leurs fourreaux, et puis aussi des bruits de chaînes, et des bruits de va-et-vient. Nous, on dormait là. Comme on se demandait ce qui se passait, on est allé dans le corridor. On est passé par là pour aller jusqu'ici. C'est un transfert de bûches, ne sortez pas. C'est ce que le gardien a dit. Ça s'est passé juste après que la construction des bâtiments 7 et 8 ait été terminée. Alors ils ont dû organiser le transfert de beaucoup de prisonniers qui étaient gardés ailleurs. C'est en fait à cette occasion que pour la première fois, j'ai entendu le mot bûche prononcé. Au début, quand les copains parlaient des bûches, ils disaient juste le mot bûche. Alors je me demandais vraiment de qui ils parlaient, si c'était des gens qui étaient des criminels ou non. Mais à partir du moment où on faisait vraiment partie de l'unité, à partir de là, j'ai bien compris que ça finissait vraiment mal pour eux. Ces photos de futurs cobayes de l'unité 731 ont été retrouvées récemment parmi des documents de la Kempeitai, la police militaire japonaise. Contresignés et tamponnés par son administration centrale, ces documents permettent aujourd'hui de comprendre comment des prisonniers devenaient cobayes de l'unité 731. Setsugi Naganuma se souvient avoir eu en main de tels documents. Employé à la Kempeitai, il participa à des arrestations et des interrogatoires de Chinois suspectés d'espionnage pour les Soviétiques. Son service s'occupait aussi de leur transfert à Harbin. Envoi pour un traitement spécial. C'est mon chef de section qui m'a fait comprendre ce que ça voulait dire, un envoi pour un traitement spécial. Cela se rapportait à des gens que l'on envoyait à Harbin. Mais qui s'occupait ensuite de ces gens qu'on envoyait à Harbin? On n'en savait rien. Ça, personne ne le savait. Tout ce que l'on savait, c'est qu'il n'y avait pas d'autre issue pour eux que la mort. On savait que ces gens ne reviendraient jamais. La façon de faire était la suivante. De partout au Manchukuo, la police militaire était en mesure de fournir des cobayes à l'unité 731. La coordination entre l'offre et une demande parfois précise, en termes d'âge et de sexe, était assurée dans ces bâtiments du quartier général. Une fois désigné pour un envoi spécial, le futur cobaye était envoyé et réceptionné ici, à Harbin.
Quand des gens étaient envoyés à l'unité 731 pour un traitement spécial, le capitaine du service, il avait des avantages. Il touchait même de l'argent, et nous, on recevait une citation. Mais le plus important, c'était que le capitaine pouvait même être promu au rang supérieur. C'est pour cela que les capitaines étaient très satisfaits lorsque l'on mettait la main sur des espions et qu'ils étaient envoyés à Harbin pour un traitement spécial. Derrière ce long bâtiment de l'administration du centre se trouvent les vestiges de la prison. Les cellules étaient aménagées pour gazer les prisonniers en cas de révolte. Affectés au service des recherches sur la peste, Tomihara et le très jeune Shinozuka avaient pour mission de faire des injections aux cobayes. Quand on entrait là, laissez-moi vous dire comment les choses se passaient. D'abord, on tombait sur des membres d'une section très spéciale et ils contrôlaient systématiquement l'identité de tous ceux qui voulaient entrer. Il fallait des laissez-passer avec des photos d'identité. On présentait son laissez-passer et ils enregistraient même l'heure d'arrivée avec une sorte de carte de pointage. Et ensuite, 2 membres de cette section spéciale vous accompagnaient, pistolet au poing. Il fallait faire une piqûre là, dans le bras. Avant ça, on avait pris 3 cc de bacilles de peste qu'on avait mis dans la seringue. Après l'injection, on attendait 24 heures, puis 30 heures, pour constater les premiers symptômes, et surtout pour savoir si la personne avait contracté ou non la peste. Après avoir fait ça un certain nombre de fois, je commençais à connaître un peu les prisonniers. Mais j'évitais quand même leur regard. Quand l'un d'entre eux me fixait, je faisais tout mon possible pour ne pas regarder vers lui. Ceux-là même qui me fixaient du regard et que j'avais eu déjà du mal à regarder en face, eh bien maintenant ils étaient méconnaissables. Comment dire, la couleur de leur peau virait au noir. En quelques jours, ils avaient terriblement maigri et ils avaient la peau si sombre que parfois j'avais vraiment du mal à les reconnaître. Ils faisaient leur possible pour nous repousser quand on leur faisait mal. Quand on arrivait pour faire des injections, souvent ils résistaient. Ils savaient bien qu'il n'y avait aucune issue pour eux, qu'ils étaient condamnés. Mais si on agissait de façon trop brutale, ils essayaient quand même de résister. C'est pour ça que parfois, on essayait de les amadouer, de leur donner discrètement un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'était parfois une sorte de pain, qu'ils pouvaient cacher et garder quelques jours sans que ça ne s'abîme. Toute la toiture avait été aménagée en terrasse. Et là-haut, ils avaient mis du matériel pour tirer des projectiles à gaz en cas de révolte des prisonniers. Oui, il faut savoir qu'il y avait déjà eu des problèmes. Pas ici, mais quand l'unité était encore à Beyinhe. D'après ce que j'avais pu comprendre, il y avait eu une révolte de prisonniers quand l'unité était encore là-bas.
C'est pour ça que ces bâtiments ont été construits avec des précautions particulières. L'unité 731 avait construit ces immeubles à 2 étages pour loger ses 3 à 4 000 employés civils. Certains étaient mariés, en famille. Les jeunes recrues, comme chez Nozuka, étaient en chambre de 4. Ici, comme au travail, chacun se soumettait à la règle d'or. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. À peine arrivé, Hitoshi Tanizaki l'a vite compris. Même le soir au dortoir, même avec votre voisin de lit, vous ne parliez pas de ce que vous aviez fait pendant la journée. Moi non plus, je ne disais rien, rien. Alors vous imaginez bien que dans ces conditions, c'était impossible de se confier, de parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps. Et puis, l'inquiétude rendait méfiant. On avait peur, comment dire, on vivait dans la crainte. Si quelqu'un essayait de déserter de l'unité, il était passible des mêmes peines que pour un abandon de poste face à l'ennemi. Et moi qui avais dit à mes parents que je rentrerais si je ne me sentais pas bien là-bas. Il fallait oublier tout ça. Il ne me restait plus qu'à me résigner. Je n'avais plus aucun espoir de pouvoir m'en aller. Dans cette section, celui qui attrapait une maladie, celui qui attrapait la peste par exemple, eh bien normalement, on aurait dû l'envoyer à l'hôpital militaire pour le faire soigner. Mais cela aurait dévoilé l'une des activités secrètes de l'unité parce qu'il n'y avait pas d'autres cas de peste signalés à ce moment-là. Et c'est pour ça que si vous attrapiez la peste et que vous étiez un sans grade, avant même que vous vous en rendiez compte, on vous mettait là. C'est-à-dire avec les gens enfermés pour les expérimentations. Voilà comment certains membres de l'unité eux-mêmes sont devenus du matériel d'expérimentation. 1941-1942. Les armées nippones menaient une guerre sanguinaire en Chine et venaient d'attaquer les Américains à Pearl Harbor. Ici, à une 60aine de kilomètres d'Hiroshima, sur la petite île de Kunoshima, des armes de guerre chimiques, elles aussi formellement interdites par la Convention de Genève de 1925, étaient produites et régulièrement envoyées au Manchukuo. Au pic, la production chimique était de 450 tonnes par mois, de quoi remplir 50 à 60 000 obus d'artillerie. Parmi la main-d'œuvre, beaucoup étaient très jeunes. Atsushi Murakami n'avait que 14 ans quand il était recruté. Il y avait une partie de l'île que l'on utilisait pour des séances d'entraînement pendant lesquelles il répandait des gaz. Et je peux vous dire que si vous aviez mal mis votre masque, c'était très dangereux. Ce genre d'entraînement était considéré comme faisant partie de notre formation. Ma formation a duré 2 ans. Oui, c'est ça, 2 ans. Et ce n'est qu'à partir de la 3e année que j'ai été affecté à l'une des unités de production de gaz. Pour moitié, la production chimique allait donc au Manchukuo. L'unité 731 avait les moyens de tester les gaz avec des cobayes en chambre vitrée. En 1942, l'unité 731 devient une organisation tentaculaire, avec des laboratoires jusqu'à Bangkok et Singapour. Plus au nord du Manchukuo, des rats sont élevés à l'unité de Heilar, plus de 10 000 rats. Tous les mois, des centaines de rats blancs et rats sauvages sont livrés ici et gardés dans ces bacs en ciment. Pourquoi tant de rats? Le jeune Tanizaki a été affecté à leur élevage et à la fabrication de pièges d'un usage bien particulier. Vous voyez, on utilisait une plaque de métal, à peu près de la taille d'un rat.
Et puis sur les côtés, du gros fil de fer que l'on tordait aussi en forme de rat. Après, on donnait ça à la section numéro 1. Eux, leur travail consistait à faire des recherches sur la bactérie de la peste. Alors ils prenaient des rats, ils les mettaient sur la plaque en les coinçant bien sur les côtés, et ils se débrouillaient pour que des puces s'y accrochent. L'étape suivante consistait à contaminer les rats avec la bactérie de la peste. Comme les puces se nourrissent de leur sang, elles devenaient à leur tour porteuses de la maladie. C'est comme ça que des puces étaient utilisées pour aller répandre la peste. L'unité 731 disposait d'un centre d'essai d'armes biologiques dans la plaine de Handa. Cette stèle bien entretenue est là pour rappeler que des cobayes étaient amenés ici pour la journée en camion ou même en avion pour des tests en plein air. Pendant quelques jours, l'accès était formellement interdit à la population locale. Employé de l'unité, Susumu Suzuki est venu plusieurs fois à Handa avec des prisonniers. Eh bien, on attachait ces gens à des poteaux, et puis des avions larguaient des bombes, et puis, comment dire, je n'étais pas là pour ça, mais leur travail, c'était de voir si les puces avec la peste qui avaient été mises dans les bombes, si elles étaient toujours aussi efficaces après l'explosion. Moi, je ne faisais pas partie de ces équipes de recherche, mais à l'époque, comme il n'y avait pas tellement de gens qui sachent conduire, eh bien, je faisais le chauffeur pour eux. L'explosion avait pour fonction de libérer les puces contenues dans une enveloppe en céramique. Pour éviter les blessures par la projection d'éclats de céramique, les cobayes étaient parfois casqués et protégés par des plaques de métal. Les largages étaient confiés aux aviateurs de l'escadrille de l'unité 731. Ils ont notamment participé en Chine au bombardement biologique de la région de Nankin. Shuichi Matsumoto était à Nankin et il a fait plusieurs largages à Handa. La seule indication qui m'était donnée, c'était la cible. Au sol, il y avait probablement tous ces gens, solidement attachés à des piquets, par les mains et aussi par les pieds, pour qu'ils ne risquent pas de s'échapper. Nous, notre mission consistait juste à larguer une bombe et on rentrait à la base. Des traces d'asphalte de la piste d'atterrissage sont encore visibles. Cette piste a parfois servi à amener d'urgence des groupes de prisonniers. Transportés en avion ou par camion, ils étaient toujours menottés et enchaînés. Les bombes que je larguais contenaient probablement des puces. Vous savez, on en produisait tellement des puces dans l'unité. Et ceux de la section Yamaguchi, ils fabriquaient beaucoup de sortes de bombes. Du coup, on les surnommait « messieurs bombes ». Les bombes que nous on larguait, on les appelait « bombes Sako ». Mais il y en avait plein d'autres sortes. Un jour de février, malgré leur fer aux pieds, des prisonniers ont tenté de s'évader dans la plaine. Vite rattrapés, c'est à coups de pare-choc de camion qu'ils ont été achevés. L'un des chauffeurs en a dessiné sa mémoire. D'un côté, la route mène plein ouest vers l'unité 731. Il fallait 3 bonnes heures pour amener les prisonniers, vivants ou morts,
entassés à l'arrière de camions. De l'autre côté, la route caote plein est jusqu'à la ville de Handa. Le long du chemin comme en ville, les mémoires sont lourdes d'histoires cauchemardesques sur les années d'occupation japonaise. Histoire d'épidémies soudaines, histoire de puits pollués, de nourriture empoisonnée distribuée aux enfants, histoire de rats. Depuis le départ précipité des Japonais fin 1945, cette région a connu d'autres chaos. Il n'empêche qu'ici, dans les familles, les mémoires sont très chargées de ressentiments. Peste, choléra, typhus, typhoïde. L'étude des maladies contractées par les cobayes à Handa en conduisait certains dans les salles de vivisection de la prison. L'une des salles était là, à l'angle du bâtiment. Les enduits des murs sont encore visibles. Le prisonnier était allongé et anesthésié. Au bout, oui, tout au bout, il y avait une salle de traitement et la personne était amenée là. Cette salle de traitement était en fait une salle de dissection et il y avait du carrelage partout. Au milieu de la salle, il y avait un bloc un peu surélevé et ce bloc avait un rebord qui avait la forme d'un corps d'homme allongé. C'était une table de dissection conçue de telle façon que le sang soit canalisé, évacué vers le sol et désinfecté avant d'être rejeté plus loin. C'est là qu'on m'a donné comme travail le nettoyage du corps. Mais je n'avais pas demandé avec quoi il fallait que je le fasse. J'ai vu dans un coin de la pièce qu'il y avait une espèce de brosse à chien-dent avec un tuyau d'arrosage prêt à être utilisé et je me suis rendu compte qu'il me faisait signe d'arroser le corps et de le brosser. Alors je me suis tourné vers le chef de section qui dirigeait les opérations pour lui demander « Comment je fais pour le visage ?» Je ne me voyais pas en train de nettoyer le visage de quelqu'un avec une brosse à chien-dent. Que faire? Vas-y, allez, au travail. Alors j'ai nettoyé et les autres m'ont aidé à le retourner sur le ventre, puis à le retourner encore. Bien après que la dissection ait commencé, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de prendre des échantillons d'organes et d'aller faire des frottis sur des plaques pour des cultures. La première fois que j'ai fait tout ça, j'avais les jambes qui tremblaient et je ne savais plus ce que je faisais. Je ne sais pas comment j'ai pu supporter de voir ça, de voir quelqu'un être tué comme ça. Quand l'année 1942 se termine, que sait-on ici à Tokyo ou ailleurs au Japon de la guerre? Les autorités ne cessent de rouler les tambours pour vanter les victoires. Mais tout bas, on chuchote que la guerre en Chine s'éternise, coûte cher, qu'elle est dévoreuse d'hommes et que des exactions ont été commises. Mais qui sait que l'unité 731 existe et que c'est devenu un monstre à plusieurs têtes? Qui sait que les armées du Manchukuo ont utilisé des armes biologiques contre les soviétiques à Nomonhan, puis en Chine, lors de bombardements autour de Pékin, de Changde, de Nankin, d'Amoy. En 1942, avec Tokyo bombardée pour la première fois, avec les Américains et les Britanniques pour nouveaux ennemis, de plus en plus d'hommes reçoivent le billet rouge pour aller à la guerre. Les quais de gare sont souvent encombrés de partants pour des fronts toujours plus lointains. Envoyé en Chine du Sud, le jeune médecin Ken Yuasa connaît la rumeur qui rôde dans son université.
On dit que là-bas, des prisonniers servent de cobayes pour entraîner les médecins novices à la chirurgie de guerre. Dès son arrivée à l'hôpital, Ken Yuasa comprend que la rumeur est une réalité. Avec d'autres jeunes médecins, il va participer plus de 10 fois à ce genre d'exercice. Les cobayes sont anesthésiés, c'est tout. Je me souviens très clairement de ma première expérience de vivisection. Il y avait là 2 hommes. L'un des 2 était à peu près de ma taille. Il avait la trentaine, des bonnes joues bien rondes et il portait des vêtements simples de paysan. Il avait les mains attachées devant lui. Il avait le regard fixé vers le sol, comme quelqu'un perdu dans ses pensées. D'instinct, je me suis dit que c'était 2 de ces communistes contre lesquels le Japon menait la guerre. L'autre aussi avait l'air d'un paysan. Lui aussi avait les mains attachées devant lui, mais il n'arrêtait pas de geindre en bredouillant des mots incompréhensibles. Quand le directeur de l'hôpital, un lieutenant-colonel, a dit « Bon, allons-y, commençons », le plus costaud des 2 s'est laissé guider avec calme et s'est allongé sur la table. Moi, je pensais qu'il allait résister, mais non. Il s'est comporté avec un calme impressionnant. Quand on a vu ça, pendant quelques instants, tout le monde s'est tu. Plus tard, le médecin militaire qui était juste à côté de moi m'a dit qu'à son avis, un tel calme était la meilleure preuve d'une soumission au pouvoir japonais. Voilà, c'était ça la mentalité de l'époque. Pendant, disons, plus d'1 heure, on a pris des tours et chacun des médecins militaires s'est entraîné en suivant les instructions du chirurgien. Les infirmières aussi étaient en formation. Et une fois cette séance de formation terminée, les médecins militaires, les infirmières ont quitté la salle et 5 autres jeunes médecins sont venus pour nous rejoindre avec des aides-soignants et ils ont remis la salle en ordre. Le pauvre homme ne respirait plus. Les aides-soignants l'ont jeté dans un trou et le trou n'était pas tout près. Je me souviens avoir entendu dire « Mais non, pas là, c'est déjà occupé, plus loin ». Alors je me suis dit que ça avait dû avoir lieu déjà un bon nombre de fois. Comme d'autres médecins des hôpitaux militaires japonais en Chine, Ken Yuasa a été en rapport avec l'unité 731 et son commandant Shiroishi. Avec l'aide de ses infirmières, il a fourni des échantillons de bactéries de pathologie mortelle. Ce qui fait vraiment peur, et ça c'est très important, c'est que si l'on se réfère à l'état d'esprit de l'époque, ces opérations étaient considérées comme des actes utiles. Nous pensions que cela était nécessaire pour conduire la guerre et pour faciliter les choses. C'était pas nous qui décidions. C'était des ordres qui venaient toujours d'au-dessus. Et partout ça se passait comme ça. C'était quelque chose considéré sans gravité particulière et il n'y avait aucun sentiment de culpabilité. Et cet état d'esprit régna dans les territoires occupés, comme au Japon, jusqu'au dernier instant de la guerre. En juillet 1945, à Okunoshima, quand il paraît clair que tout est perdu, la production chimique est arrêtée, les stocks cachés. Mais Reiko Okada et toutes les filles de sa classe sont forcées de produire une nouvelle arme. Reiko Okada en a dessiné sa mémoire. Mémoire des gestes de 2000 collégiens, fabriquant à longueur de journée d'énormes montgolfières en papier destinées à porter des bombes jusqu'en Amérique, en prenant les courants de la stratosphère. À ce moment-là, on avait la certitude qu'on allait bientôt se battre sur le sol japonais. Il y avait toutes ces îles qui étaient déjà tombées. Attu, Saipan, Okinawa, et il y avait déjà eu tant de morts sur ces îles. Alors les gens disaient, ça va être à notre tour. Et puis il y avait cette chanson.
茜の島やいう歌があったんです。サイパンの島。 L'île où fleurit la Garance, l'île de Saipan. Cette chanson qui racontait comment tant de gens étaient morts dans ces îles. On avait clairement le sentiment que ça allait bientôt être notre tour. Le 6 août 1945, au matin, Reiko Okada et ses camarades de classe sont déjà arrivés sur l'île lorsque la bombe atomique larguée sur Hiroshima explose. Elle n'entendent rien, mais elle voit comme un étrange flash de lumière. Le 9 août, c'est Nagasaki qui est dévasté par la seconde explosion atomique. La veille, le 8 août, l'URSS est entrée en guerre contre le Japon et ses troupes se sont ruées sur la Mandchourie. À l'unité 731, la réaction est immédiate. Des ordres sont donnés. Organiser d'urgence l'évacuation par train, gazer et brûler les prisonniers, et enfin détruire tous les bâtiments qui peuvent trahir les activités de l'unité. Engagé récemment pour former 400 jeunes recrues, le sergent Mitsubushi va rester jusqu'au bout. À son souvenir, c'est bien par gaz que les prisonniers ont été tués. Le long du mur courait un tuyau qui communiquait avec chacune des cellules. Je pense que c'est tout simplement comme ça qu'ils ont fait. Ce sont les jeunes recrues de l'unité qui ont été chargés d'aller faire, disons, le nettoyage. Ils m'ont dit que quand ils sont entrés, presque tout le monde était mort. Et ils ont tué les bûches avec des gaz toxiques. Et ils ont été brûlés. Pendant 3 jours, il y avait de la fumée. Le temps qu'il faut pour brûler complètement, je ne sais pas, au moins 80 personnes. Après, les cendres et les ossements ont été mis dans des sacs et on m'a dit de conduire le camion pour aller tout jeter là-bas, sous le pont de la rivière Sangari. Le seul pont qui enjambe encore aujourd'hui la rivière Sungari, c'est celui-là. Puis Suzuki rentre chez lui. Sa femme secrétaire à l'unité 731 prépare leurs bagages. Le jour même commence la destruction des bâtiments. D'abord la centrale thermique avec ses 3 cheminées. Le 11 août, le groupe des aviateurs reçoit l'ordre de faire sauter la prison. C'est nous qui avons été chargés de la destruction. Il nous restait beaucoup de bombes, mais au lieu de les larguer du ciel, on les a mises à l'intérieur du bâtiment et on a essayé de tout faire sauter. Mais ça n'a pas détruit grand-chose. Le travail est terminé avec des obus de 500 kilos. À part les bâtiments de l'entrée, tout est détruit et en flammes. Jour après jour, des trains viennent chercher le personnel et filent ensuite vers la Corée. Le dernier train quitte l'unité le 14 août au soir. En tête de train, il y avait des soldats armés jusqu'aux dents. Et sur le toit de la seconde locomotive, on avait installé des armes lourdes sous le commandement du sous-lieutenant Yoshida. La raison de tout ça, c'est que l'on risquait à tout moment de se trouver en présence d'unités de parachutistes soviétiques. Le colonel Ota s'est installé en milieu de train. Il emporte avec lui une 60aine de lingots de platine. Avant le départ, il a exigé que chacun détruise toute photo ou document prouvant son appartenance à l'unité 731. Le lendemain, 15 août 1945, l'empereur du Japon déclare à la radio que la guerre est finie. 5 jours plus tard, ils arrivent à Busan, où le commandant Shiroishi les attend.
Il a organisé le passage de toute l'unité jusqu'au Japon. À l'arrivée, les groupes se séparent, chacun rentre chez soi. Mais une équipe prend la route des montagnes pour rejoindre discrètement Tokyo. Le soir, ils font halte dans des temples choisis, amis. Arrivé à Tokyo à la toute fin du mois d'août, il découvre une ville dévastée par les bombardements et qui attend l'arrivée du nouveau maître américain. Et comme prévu, ils font leur livraison à l'université militaire de médecine. Avant de nous disperser, le colonel Ota nous a donné un ordre. Celui de toujours dire que notre seule activité avait été celle d'une unité en charge de la prévention des épidémies et de la purification de l'eau. Un point, c'est tout. L'ordre était clair et net. Le 2 septembre 1945, au matin, en baie de Tokyo, à bord du USS Missouri, le général MacArthur accueille le ministre japonais des Affaires étrangères qui signe l'acte de reddition inconditionnelle de son pays. La guerre est finie. 6,5 millions de civils et de militaires japonais vont être rapatriés de toute l'Asie de l'Est. Ils rentrent dans un pays dévasté, une société ravagée par 15 ans de guerre. Alors, bien sûr que la reconstruction économique va être rapide, même fulgurante, mais les silences comme celui qui va entourer l'histoire de l'unité 731 vont devenir des kitsu. Des kitsu, c'est-à-dire des béances, des plaies qui touchent à des questions demeurées en suspens, sans réponse. Ces images de retour et de désinfection au DDT datent de 1946. Commencent alors à Tokyo les 31 mois de procès des criminels de guerre japonais. Mais les dirigeants de l'unité 731 ne seront ni jugés, ni même inquiétés. Rien. Et l'organisation restera assez forte pour imposer le silence à ceux qui seraient tentés de le briser, surtout parmi les jeunes. Quant aux résultats de 15 années d'expérimentation, que sont-ils devenus? Qui en a pris possession? À quel prix? Pour en faire quoi? Après la guerre, Shiroishi, le plus haut responsable des crimes commis par l'unité 731, a paisiblement dirigé une pension de famille. Il est mort en 1957. Il y a une question que je me pose souvent. Pourquoi n'ont-ils pas été jugés au procès de Tokyo? Je suis convaincu que c'est un problème que l'on traîne comme un boulet pour faire la lumière sur le passé. Maintenant, il y a des Chinois qui intentent des procès aux Japonais. Si les faits avaient été jugés à l'époque, tout aurait pu être clarifié depuis longtemps. Beaucoup de gens ignorent que ce sont là des vérités de cette guerre d'invasion. Certains disent que ça n'a pas pu se passer de cette façon. Ils disent que ça se saurait. On n'aurait jamais pu oublier que des médecins militaires ont découpé des gens. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est cette vision erronée de la guerre. Ils ne savent rien de cette guerre. Dans le centre de la ville de Harbin, les vestiges témoignant de l'occupation japonaise sont rares et se confondent en partie avec ceux de la présence antérieure et russe. Mais à Pingfang, derrière la petite gare, il en est autrement. Les 6 km² de l'unité 731 sont peu à peu récupérés pour en faire un lieu de mémoire. Des démarches sont engagées pour que le site soit classé patrimoine mondial. Le bâtiment de l'administration a été aménagé en musée. Au sous-sol a été reconstitué avec des personnages de cire
une scène témoignant de l'épidémie de peste qui a été propagée par des rats après la destruction du centre. L'épidémie aurait fait 20 000 morts. Depuis quelques années, les travaux conjugués d'historiens chinois, américains et japonais font progresser la connaissance des faits. Aujourd'hui, Masataka Mori rencontre une femme dont le père et l'oncle avaient été envoyés à l'unité 731 pour servir de cobayes. La preuve en a été apportée par l'ordre d'envoi pour traitement spécial concernant son père. Masataka Mori revient souvent pour ses recherches. Au Japon, il enseigne à l'université et l'un de ses cours se rapporte directement à l'histoire de l'unité 731. En Chine, une enquête a été conduite par des universitaires auprès de la population avec des questions sur la guerre d'invasion japonaise. Parmi les questions, il y avait celle-là. Quand vous pensez à ce qu'il y a eu de plus révoltant, de plus violent pendant cette guerre d'invasion, à quoi pensez-vous? L'enquête a montré que 6 points étaient souvent évoqués. 1. Le massacre de Nankin. 2. L'unité 731. 3. Les déportations forcées. Ensuite, il y a la politique de l'opium et les femmes de réconfort. Dès le premier cours de l'année, Masataka Mori prend le temps d'expliquer à ses élèves qu'il n'y a rien de surprenant à ce qu'ils ignorent ce qui s'est passé pendant 15 ans près de Harbin. Sur les 9 éditeurs de livres d'histoire du secondaire, un seul consacre quelques lignes aux activités criminelles de l'unité 731 et de son organisation tentaculaire. Comme d'autres enseignants ou simples citoyens japonais qui se permettent de parler haut et fort, Masataka Mori reçoit parfois des lettres de menaces émanant de groupes extrémistes. On vient aussi l'insulter par haut-parleur, jusque devant sa porte. Comme d'autres, il est devenu prudent. Il ne s'approche jamais du bord du quai quand un train entre en gare. Et pour ceux qui veulent témoigner, confier leur mémoire, la volonté de prise de parole rencontre encore des obstacles difficiles à surmonter. Les fantômes n'ont pas cessé de me hanter. Un jour, j'ai fait don d'une statue de Bouddha à notre temple. Et mon épouse a rédigé un texte en 280 caractères qui a été gravé sur une stèle. Je me souviens, c'est à peu près à ce moment-là que mon ancien supérieur, qui était encore en vie, m'a dit « Suzuki, les fantômes te hantent parce que tu gardes le silence. Dis la vérité, dis ce que tu sais. Ce sera mieux comme ça. » Mais encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à parler de tout ça. On a tué tous ces gens. On a tué avec des gaz. Tant de gens ont été tués. Le Japon a officiellement reconnu l'existence de l'unité 731, mais pas encore la réalité de ses activités criminelles, ni celle des bombardements biologiques. En revanche, un grand pas a été franchi lorsqu'à la fin du XXe siècle, Tokyo s'est engagé à débarrasser la Chine d'innombrables stocks d'armes chimiques produites pendant la guerre sur l'île d'Okunoshima. Sur 23 sites déjà repérés, fouillés et nettoyés par des équipes japonaises, plus de la moitié se trouve dans les provinces du Nord, dans l'ancien Manchukuo. Mais le plus grand de tous ces stocks reste encore à détruire. Il est au sud-est de Harbin, à moins de 300 km de la ville russe de Vladivostok. Plus d'1 million d'obus sommeillent là, sous cette colline.
décideurs. Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que Je les n'ai rien décideurs à branler savaient qu'il y pas. en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident.